Donc, il fallait s'attendre à ce que ceux qui viennent de l'intérieur du pays vers Bamako, en tout cas vers les grandes villes, ils se projettent, vont vers l'extérieur. Et les flux migratoires, ce qu'on appelle les flux migratoires, ont été alimentés par ce système. On n'en parle pas. Donc, ensuite, quand on nous a annoncé que François Hollande, qui va aujourd'hui d'un plateau de télé à l'autre pour dire que s'il n'était pas intervenu au Mali à la demande des Maliens, donc comme je l'ai dit, personne ne lui a rien demandé, puisqu'il est dans les contradictions, il a écrit dans son propre livre que c'est lui qui a décidé tout seul d'aller au Mali. Mais n'empêche qu'ils aiment bien dire, et partout les médias mainstream, que le Mali a demandé, on a perdu plus de 50 soldats, donc on a oublié de dire merci, vous l'avez entendu, donc on est ingrat, et donc si aujourd'hui ils se plaisent à dire sans arrêt que Bamako va tomber, Bamako est tombé, la chute de Bamako qui revient sans arrêt, cette rhétorique était déjà à l'œuvre quand ils ont commencé, quand ils ont attaqué. Ils ont déclaré partout de toute façon que s'ils n'étaient pas intervenus à l'époque au Mali, Bamako allait tomber. Bamako n'est pas tombé. Donc ça ne leur déplairait pas que Bamako tombe maintenant. Et pour que cela arrive, cette histoire de crise du carburant a été provoquée. Donc, a été provoquée d'autant plus que le général Lecointre l'a dit, et un autre général récemment, ils reviennent là-dessus. Sans état d'âme, sans embâche. Il faut qu'on retourne. Si on ne retourne pas, l'Afrique est devenue une menace. L'Afrique est devenue une menace. Donc, c'est pour cette raison que la question de l'intégration africaine est une question d'une extrême... C'est très important. Et ceux qui nous ont précédés ont parlé de la nécessité d'un dialogue. Mais moi, je souhaite que ce soit un dialogue exigeant, rigoureux. Un dialogue qui donne la parole non seulement aux protagonistes, à ceux qui sont en situation, mais aussi qui intègre cette dimension dont on ne débat pas, c'est-à-dire le socle idéologique qui doit présider à la transformation de nos sociétés et à cette sortie de crise. Je ne peux pas comprendre qu'à la faveur des bouleversements qui ont lieu en ce moment en Occident et de par le monde, allez sur les plateaux de télévision, sur YouTube, il n'y a que des débats sur le capitalisme. Personne n'a peur de le nommer là-bas. Mais voici la région du monde où de l'esclavage à ce jour, ils ont puisé, nous nous interdisons d'en parler. Ici, il s'est passé ici tout de suite, le débat sur la CEDEAO, c'est comme si on était entre nous. On était juste entre nous, que c'est une question de leadership, et personne ne nous a rien fait. On s'attaque les uns aux autres. Les djihadistes sortent de je ne sais où. Mais moi je dis, les djihadistes, ils sont d'ici. Quand on nous dit qu'ils sont descendus vers le sud, ils ne sont pas descendus vers le sud. Depuis le départ, je leur ai dit, en 2012, compte tenu de mes relations avec le Parti socialiste, Ségolène Royal, quand pour l'élection présidentielle m'avait sollicité, ils me connaissent tous, Martine Aubry, toute la classe politique, en tout cas la gauche, ils me connaissent. Quand ils ont décidé de venir, je suis allé leur dire, j'ai dit écoutez, ce que je sais de mon pays, il y a des problèmes. Il y a toute une armée de jeunes désemparés qui ne demandent qu'à travailler. Traitons d'abord la question de l'économie, le modèle économique. Qu'est-ce qui va nous permettre de leur de vivre décemment, de donner un sens à leur existence dans leur pays? Traitons cette question. Et c'est cette question qui était au cœur du mouvement altermondialiste. Dakar est le lieu. On est venu ici combien de fois? Demba, ils sont tous là, tous ses camarades. On a remué toutes ces questions dans tous les sens. Mais le chien aboie, la caravane passe. La classe politique n'a cure de ce que nous sommes en train de dire.
parce que c'est la loi du capital. Ils ont besoin de financement. Ce sont ces financements qui leur... Hier, quelqu'un m'a provoqué ici, je ne sais pas si c'était toi ou qui dit que quelle relation nous allons entretenir. Bon, les intellectuels, en tout cas, ceux qui sont dans cette bataille, nous sommes nombreux ici, et les politiques, la classe politique. Que faire pour être audible? Parce que, quelque part, on le sait, hier on a parlé du panafricanisme, tout le combat, l'histoire du panafricanisme. Si nous considérons l'histoire de la libération de nos pays, les luttes d'indépendance, mais les gens, il y avait quand même des appartenances idéologiques, on s'affrontait sur certains terrains, des projets de société. Comment on a perdu ce courage politique aujourd'hui de faire une distinction entre un parti et un autre? Qu'est-ce qui justifie le fait que nous ayons 300 partis politiques? 300 partis politiques, sans socle idéologique. Un système électoral qui nous a été imposé à la boule. Relisez le discours de Mitterrand, oui, c'est François Mitterrand, mais il est clair. Il a dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Et si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas droit à l'aide au développement. Donc nous nous sommes engouffrés dans ça. Et le Mali s'est présenté, est devenu le meilleur élève de la démocratie libérale dans la sous-région. Notre président de l'époque allait d'un pays à l'autre, moindre coup d'État, c'est lui qui montait au créneau pour dénoncer la dictature. Donc nous nous sommes trouvés dans cette situation et sans jamais traiter les vrais problèmes, parce que les projets AGETIP, tous ces AGETIP-là ont donné lieu à une sorte de foisonnement d'initiatives, un pont par-ci, une route par-là, chaussée par-là. Donc c'est ce bilan que nos démocrates ont présenté comme une transformation de nature à résoudre les problèmes qui étaient posés. Mais ce qu'on a constaté, et le fait qu'aujourd'hui nous soyons si nombreux à dire que nous ne disons pas que la démocratie n'est pas une exigence, n'est pas une réalité. Mais écoutez-nous, nous sommes en train de vous parler de ce que nous avons vécu, de ce que nous savons de votre démocratie. C'est cette démocratie qui pose problème. Parce que de ce processus est née toute une génération de milliardaires. Il y a des gens, nous sommes de la même génération, mais je ne peux pas comprendre qu'il y ait des gens immensément riches. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, pendant ce temps, l'immense majorité, les 1% dont on parle là-bas au nord, nous les avons dans nos pays. Une minorité de gens, et parfois qui n'ont investi dans rien du tout, ils sont allés en politique. Ils vont aux affaires, au sens propre et au sens figuré du terme, ils vont aux affaires, ils s'enrichissent. Alors ce qui fait que les jeunes qui se battent, qui se font tuer, aujourd'hui c'est la Gen 7, mais avant c'était chez nous. Mais en fait tous les pays ont connu ces grandes manifestations, essentiellement composées de jeunes, dont le seul tort est de compter sur les dirigeants pour qu'on ait un environnement économique qui répond un tant soit peu à cette demande légitime d'un emploi, d'une vie décente. C'est de cela qu'il s'agit. Et comment vous allez résoudre cette question si vous ne voulez pas parler du système capitaliste? Je ne sais pas. Quelle est cette peur de nommer et de l'inscrire, d'apprendre? Parce que pour que nous ayons une compréhension commune des enjeux, et pour que nous puissions nous concerter sur les solutions à promouvoir, il faut que nous puissions poser les mêmes diagnostics, les mêmes questions. Posez la question aux 300 partis politiques. Quel est votre projet de société? Comment vous allez y arriver sans dépendre cruellement de financement extérieur? C'est là où la CEDEAO devient un problème. Parce que qu'est-ce qu'il y a à la CEDEAO? D'ailleurs, qui a influencé la CEDEAO pour ses prises de position contre, disons, ceux qui ne vont pas aux élections? Le président malien, le très démocrate Alpha Oumar Konaré, c'est là où, quand nous avons pris la présidence de la commission de la CEDEAO, dans ce contexte-là, que ces histoires d'élections sont devenues, disons, allaient donner lieu à des sanctions contre notre propre pays. Et ensuite, transposer aussi à l'Union africaine. Arriver là-bas aussi, c'était la même chose. Donc,
On est dans une situation finalement pathétique. Le continent le plus pillé, qui compte, disons, la population la plus jeune, est un continent immensément riche, qui pourrait être à l'abri de tant de problèmes, se trouve là, en train de tourner autour du pot, parce qu'il y a des élites qui ne veulent pas crever l'abcès. L'abcès, c'est que chacun veut s'enrichir. Et malheureusement, cette jeune génération qui sort, qui prend des risques, qui a le courage de dire non, on n'en peut plus, n'est pas outillée. N'est pas outillée. C'est ça, je crois que le défi majeur aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour aller vite. Ils sont les plus nombreux. Ce sont eux, ils sont ciblés. Ils sont d'autant plus ciblés qu'on considère que le problème, c'est eux et les femmes, leurs mères, au ventre si fécond. Parce que c'est la démographie qui leur pose problème aujourd'hui. Trop de noirs, surtout trop de jeunes noirs. Aux États-Unis, les banlieues, ici, parce qu'on est noir, la jeunesse noire est considérée aujourd'hui comme une menace pour la race blanche. Donc ils sont prêts à nous tuer ici. Leur général Mandon a dit que quand les jeunes Français vont mourir, ça pose toutes sortes de problèmes. Mais depuis longtemps, la France a exporté ses guerres ici, tue. Ce sont nos enfants qui meurent. Les soldats des armées sont nos enfants. Les djihadistes sont nos enfants. Ne me dites pas qu'il faut investir dans l'armement pour en finir avec cette situation. Il faut changer de modèle de développement pour en finir avec cette situation. Mais c'est ce courage que nous n'avons pas. Parce que nous voulons tous, quand on a parlé des bienfaits de la colonisation, on s'est fâché, mais les bienfaits de la mondialisation, tout le monde veut y croire. Du bout des lèvres, on parle du panafricanisme, mais on ne parle pas d'un panafricanisme libérateur. On veut un panafricanisme mimétique, c'est-à-dire, comme on l'a fait pour les indépendances, on chasse l'occupant, on emboîte ses bottes. On veut que les Blancs qui pillent partent, mais que nous-mêmes, on se transforme en capitalistes pour piller, pour exploiter nos concitoyens. Est-ce qu'on aura l'honnêteté de le reconnaître, de l'admettre et de conférer à la démocratie et au développement leur véritable sens, c'est-à-dire conformément aux besoins vitaux des humains. Culturellement, on en a les moyens. Il ne s'agit plus d'une gouvernance libérale, managériale, mais la gouvernance des communs. Si on inscrit les solutions sur ce terrain, on va s'en sortir. Donc j'ai improvisé tout ça. Je vais juste dire à ma sœur Samia que Papa Nkrumah a eu raison, 1000 fois raison. L'Afrique doit s'unir ou périr. Parce qu'aujourd'hui, ils sont prêts à tout. Nous dresser les uns contre les autres. Et comme je l'ai dit hier, ne pas oublier de tenir, de faire savoir à leur propre peuple qu'on leur ment. On leur ment à propos de l'Afrique. Et que là-bas, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, là-bas, c'est ça qu'on nous a infligé depuis toujours. C'est à ce prix qu'on peut aller vers le désarmement et vers la paix. Parce que chronologiquement, d'abord ceux qui parlent des militaires, je ne vais pas m'attarder là-dessus. La CEDEAO a été créée par des militaires. La CEDEAO a été créée en 1975 dans un contexte où l'économie était déjà en difficulté. Donc, lorsque la question des prix des matières premières était posée, y compris à la Côte d'Ivoire. Et dans ce même contexte, les années 80, les chefs d'État africains se sont réunis, se sont rendus à Lagos. Ils voulaient sortir, j'ai 2 minutes, le plan d'action de Lagos. Ils ont rédigé le plan d'action de Lagos. La Banque mondiale n'a pas trouvé mieux que de le mettre à la poubelle, Taoufik, et on nous a servi un autre, l'agenda, qui était justement le programme d'ajustement structurel. Je crois que si nous ne tenons pas compte de ce background, historiquement parlant, politiquement parlant, et intégrer le fait qu'il y a une dimension et le traitement de l'Afrique subsaharienne, c'est toute l'Afrique, mais un sort particulier est réservé à l'Afrique noire.
ne jamais l'oublier. Je vous remercie. Merci. D'habitude, je n'aime pas quand Ndongo me met comme ça, mais je suis vraiment contente qu'il m'ait mis sur ce panel parce que finalement, un cri du cœur d'une mère malienne, enfin, moi je partage cette douleur parce que d'abord je suis somalienne, une sotte malienne, quoi, encore plus grave que les Maliens, mais, et depuis très longtemps, hein, ça fait 30 ans qu'on est dans cette histoire. Et c'est toujours la même histoire. Hein. Il n'y a pas à l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud. L'histoire du blanc, du noir, c'est la même histoire. Finalement, c'est un continent où on n'a pas le droit de se développer, on n'a pas le droit d'utiliser nos ressources naturelles. Les mouvements sociaux qui sont reprimés, on les voit un peu partout. C'est devenu la nouvelle mode. Mais l'histoire de l'AES est pour certains d'entre nous, et j'en fais partie, une histoire sur le droit d'autodétermination. Qu'on le veuille ou non, quelque part, il y a eu une illégalité, une décision politique illégale, communautaire, qui a donné voilà. Maintenant, comment on revient de ça? C'est maintenant pour qu'on n'aille plus jusque-là, à ce niveau-là de l'illégalité. Vous avez parlé, Madame Traoré, de l'enrichissement. Je travaille beaucoup sur l'enrichissement illicite, mais l'enrichissement licite immoral est beaucoup plus grave. Et je crois que quand on parle de la CEDEAO, c'est ça, c'est devenu une zone qui facilite cette histoire-là, l'enrichissement licite, moral, militaire ou pas. Voilà, on est dans beaucoup il n'y a pas que le mimétisme, il y a énormément de. Alors, vous me dites 300 partis politiques au Mali. Ben, plus. Renseignez-vous sur les autres pays. Je crois que. Combien? 323 au Sénégal, 300 au Mali. Oui, voilà. Je crois qu'en RDC, ça doit être dans les 500. Oui. Alors, on parle de quoi? De désordre politique? Moussa Dembélé, je ne sais plus comment on appelle ça. Bon, mais la démocratisation ou les processus démocratiques, les transitions démocratiques d'un régime militaire à un régime civil, c'est ce qu'on cherchait, hein, et qui a raté au Soudan. C'est aller jusqu'en enfer. Hein. Quand on rate, c'est grave. Hein. À la limite, autant laisser les militaires, parce que quand on force les choses, on a vu ce que ça a donné au Soudan. Vraiment, c'est très grave. Et on a plein d'exemples de forcer les militaires à sortir. Quand on n'a pas les moyens de gérer ça, c'est la Libye, c'est le Soudan, c'est la Somalie. Donc, il faut laisser ça. Maintenant, dans l'autre sens, d'un régime militaire à des régimes civils vers les régimes militaires qui ne tuent personne, que les populations applaudissent. Comment on gère ça? Voilà, c'est pour ça que le panel de tout à l'heure, c'était très important. Et ce genre de dialogue franc, et donc je suis très contente que vous appeliez à un des dialogues ouverts, francs, absolument. Il faut qu'on soit exigeant, très honnête, et qu'on touche à tout ce qui fait mal. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Durant la pause café avec Ndongo, je crois que les généraux s'en sont bien sortis, mais c'est une discussion très difficile qu'il faudra continuer à avoir. C'est des séries de dialogues dans tous les pays. Ce qui s'est passé entre la CEDEAO et qui a créé l'AES est exactement le centre de tout ce qui se passe. On ne reconnaît pas que l'enfant de l'Afrique a besoin de ses ressources pour grandir. Ils sont grands, ils sont brillants. On ne comprend pas pourquoi la brillance africaine doit être reprimée. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on veuille ou pas, on n'a pas le droit de reprimer 70% de brillance d'un continent qui est riche. C'est tout, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si les anciens modèles ne peuvent pas gérer ce genre de choses, on verra. Mais je crois qu'à la base, on parle d'encore, qu'on le veuille ou non, de la suprématie blanche. Au-dessus de nous tous, les modèles qu'on a, la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE, l'OTAN, c'est encore la suprématie. Voilà, ce sont des instruments qui dépossèdent les pays de leurs ressources naturelles, humaines. Je crois que il s'agira de ça, Jemima. Pierre, je vais te laisser te présenter et puis faire ta présentation. Tu veux rester ici ou tu vas te mettre? Très bien, vas-y, je t'en prie. Thank you, Suat. Good afternoon, everyone. I'd like to first thank Ndongo and Charles for inviting me to be part of this conversation, as well as the staff that did all this work to bring us here. I am Jemima Pierre. I'm a professor
at the Social Justice Institute at the University of British Columbia in Vancouver, Canada. And I do a lot of work on imperialism, capitalism, and white supremacy. So my talk reflects that today. In 2019, the United States National Archives released previously classified tapes of a conversation of former US President Richard Nixon. These conversations occurred in 1971, and they were with Ronald Reagan, who would later also become President of the United States. The conversation between these two white men, former presidents of the US, was about the United Nations vote to seat a delegation from Beijing instead of Taiwan. When the vote occurred to support the Beijing vote, members of the delegation from Tanzania started dancing in the halls of the General Assembly. Reagan and Nixon in this conversation were very upset about the result. In the conversation with Nixon, Reagan said, quote, "Last night, to watch that thing on television, to see these monkeys from those African countries, damn them, they're still uncomfortable wearing shoes," end quote. In a different conversation referencing African support for Beijing, Nixon said, quote, "These cannibals on television last night, Christ, they weren't even wearing shoes. And here, the United States is supposed to submit to them," end quote. In another conversation later, Nixon and his friends mentioned the vote again, saying, quote, "That reaction on television was, it proves how they ought to still be hanging from the trees by their tails," end quote. But Nixon and Reagan are hardly unique. Africans know the arrogance of European leaders in their engagements with them. Remember that Sarkozy called Africans monkeys. Or remember Sarkozy's 2007 speech at the University of Cheikh Anta Diop when he said, quote, "The tragedy of Africa is that the African has not fully entered into history. They have never really launched themselves into the future," end quote. Remember also when Joseph Borrell, the European Union's High Representative for Foreign Affairs, called Europe a garden and the rest of the world a jungle. It is important to continuously be aware of Europe's conception of itself compared to the rest of the world. Take, for example, what happened after the Ukraine-Russia war began, when Africans stuck in Ukraine were often mistreated. Indeed, the treatment of Black and other migrants at the borders of Europe is in sharp contrast to the open access given to the Ukrainian migrants fleeing war. And European politicians and media pundits quickly explained that whiteness was the reason for the disparate treatment of refugees. For example, the Prime Minister of Bulgaria, referring to Ukrainian migrants, stated, quote, "These are not the refugees we are used to. These people are Europeans," end quote. David Skalidzé, a former deputy prosecutor of Ukraine, explained how difficult it was to witness the death of white people. Quote, "It's very emotional for me because I see European people with blonde hair and blue eyes being killed," end quote. Echoing these sentiments about how whiteness and Europeanness make certain places and certain people worthy of emotional reaction, a CBS correspondent in Kyiv stated, quote, this isn't a place like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European city," end quote. Meanwhile, we continue to have to watch people suffer in Sudan, suffer a brutal genocidal civil war. And we have watched for the past 2 years a televised genocide of Palestinians by the European Zionists, a genocide financed and supported by the West and enabled by a Western-created and led global governance system that sets up a hierarchy of humans where genocide of non-whites does not register the same outrage. Whiteness has been and continues to be the privileged position, the global currency of white supremacy. So it is here that I want to make my intervention. In these brief remarks, I want to focus on white supremacy. What I mean by white supremacy is not just these expressions of white racial conceit.
White supremacy is a broad structural and superstructural conception that encompasses a privileging of whiteness, of white people and white institutions, and refers to the European economic domination of the planet that has left us with the racialized distribution of economic, political, intellectual, and cultural power that we have today. It refers to, in other words, a global hierarchy of races, nations, and cultures. Indeed, my argument is that to push for Pan-Africanism and to have discussions of regional and continental integration of a new multipolar world, we must attend to, we must map, we must delineate this broad global system of white supremacy, a system in which there is an entrenched set of ideas and practices that reinforce how white superiority and white entitlement are foundational elements to global relations of power. I realize that this kind of statement can be easily dismissed as an intellectual exercise with an unnecessary focus on race. It can be dismissed with claims that in the post-colonial moment, we have moved past the time of brute racial prejudice, that our global South countries have been decolonized and have self-determination and are now responsible for their own institutions and supposed practices of, quote, bad governance. The concept of white supremacy also conjures up well-known and specific historical examples. For example, Jim Crow segregation laws in the US, the apartheid system in South Africa, the Aryan theories and violence perpetuated by Hitler's Nazi Party. These all serve as standard references to white supremacy. But it was the emergence of Western racial science in the early 19th century that promulgated the idea of white racial superiority and non-white racial inferiority, that provided the ideological and intellectual scaffolding for the enactment and justification of the brutalities of European expansion and military and political domination of the world. I contend that our terms for understanding the current world are not sufficiently focused on the racial dimension of European domination. Both the standard liberal and standard Marxist analysis of imperialism, there has been in both the standard liberal Marxist analysis of imperialism, there is an economism that fails to do theoretical justice to race, with race being seen as irrelevant to liberal individual or class membership of workers and capitalists. But the racial nature of this system is precisely what I want to highlight. As Walter Rodney points out, imperialism has to be seen as bringing into existence, and this is a quote, a white power that is international in character, that became global by the time of the European Civil War that they called World War I. Rodney states, quote, at that point, everywhere in the world, white people held power in all its aspects, political, economic, military, and even cultural. The essence of white power is that it is exercised over non-white peoples, whether or not they are majority or minority, whether it is in a country that belonged originally to whites or to non-whites, end quote. The structures of white supremacy were established through the history of European expansion, Christian conquest, the colonization of the Americas, and the dispossession and genocide of its indigenous peoples, the enslavement of Africans, the governance, classification, and ordering of peoples based on presumed racial difference, as well as a capitalist economic system dependent upon this difference. Thus, the current international power system emerged in the 15th century through violent conquests, colonization, and universal legitimacy of European and racialized white power. The impact of this power system continues to have global cultural, social, political, and economic reverberations. White supremacy is a political, economic, and cultural system in which whites overwhelmingly control power and material resources. This broad global system includes widespread conscious and unconscious ideas of white superiority and entitlement, as well as relations of white dominance and non-white subordination, reenacted daily across a broad array of institutions and social settings. For example,
The so-called third world nations are part of a global economy that is dominated by white capital and white international lending institutions, as well as Western intellectual, political, and juridical traditions and practices structured as white, ensuring the position of non-white populations of the world at the bottom of all socioeconomic and political hierarchies. To examine white supremacy is thus to point to the presumed power and privilege of whiteness, and to analyze how whiteness is structured in and through our institutions, our disciplinary theories and methods, our everyday relations, as well as through global economic and political processes that are always racial. The point is to be explicit in naming whiteness as the clear power position. But in naming whiteness and analyzing white supremacy, it is just as important to stress the dominant role of those people racialized as white in creating the material realities of inequality, racial oppression, hierarchies, interpretations, white imposed community norms, scientific and medical characterizations, education and occupational segregation, the racial images and ideologies of the media, the popular culture, and the science that assure the continuation of privilege and power. It is to understand how Reverend Martin Luther King once reminded us the doctrine of white supremacy is embedded in every textbook, preached in practically every pulpit, and is part of the global culture. At the same time, and in keeping with sociologist W.E.B. Du Bois, white supremacy means the complete domination of the world by Europe. No clearer example of this than the current convocation of international law. Conceived at the height of European colonial power, it is the framework through which decisions are made about who is considered human or white, and therefore sheltered under the umbrella of international law, and who isn't considered human, the non-whites, who are not worthy to be considered under international law. In academia, our entire intellectual, theoretical, methodological, and epistemological edifice is shaped by Western monopoly, not only over knowledge production, but also politics and economics. That is, who has access to resources, who gets to study and become experts of racialized others, and who gets to be present in certain rooms for certain conversations. Understanding how our ways of learning and thinking continue to be structured through white supremacist frameworks has consequences for all of us. For instance, it is not uncommon today to hear about the inadequacies of contemporary forms of African governance, the dysfunction of African politics, or the distrust of states and governments. Yet the push for African solutions continue to be reformulated or recalibrated Western ideologies and institutions, which work actually to continue to center and privilege white ways of knowing. This necessarily placed the West as a final arbiter of international morality and the guardian of normativity. It not only presumes that the West retains valuable experiences in democracy, pluralism, and tolerance, it also assumes that the West possesses the key to the salvation of Africa. It must be said that it is the entrenchment of global white supremacy that allows the world to put aside Europe's 500-year brutal history of genocide, enslavement, and colonization to make its peoples the trustees of international morality and executors of universal standards. Until we dismantle our current ways of knowing, it will be difficult to understand that our notions of political rationality, of reason, of governance, of scholarship are adopted Western ones, created by Europeans in the context of conquest, imperialism, and colonialism. This is white supremacy. Our conception of the world is shaped by this white supremacy, which justify continued power and political control, in which the formerly colonized is compelled to play down or challenge its own indigenous ways of understanding the world, to accept the blessing of Westerners and Western institutions. Our Pan-African ancestors understood the similarities of experience of global African populations, experiences forged through enslavement, colonization, and the racist construction of Africans as subhuman. I would argue that in the wake of flag independence, many have forgotten or refused to use that this white supremacy
refuse to see that this white supremacy continues to exist today, more entrenched than we acknowledge. In this context, how can we possibly imagine a future of Pan-Africanism that does not include the destruction of global white supremacy? To anti-colonialists and early Pan-Africanism, the quest for decolonization was predicated upon dismantling the cultural, political, economic, and military structures and institutions established by the colonizers. This remains the main task today. Thank you. Thank you very much, Jemima. Some of us can really and truly contextualize. It's absolutely not an intellectual conversation. In Addis Ababa, at the heart of the African Union and the house of where we're supposed to safeguard and entertain, nurture and protect the values of our unity, what Jemima is saying is actual. You can actually feel it every day. I would say, an African mother who is knowledgeable and feeling what it means to our own children when they go to the streets and they can no longer talk to their fathers and have to come back home and have to talk to all of us, and we're supposed to have dinner. And then all of us going to work, for those of us who are international civil servants. What Jemima is talking about is reality today. You cannot, and I think, again, Ndongo, part of the series of conversations we really need to entertain, of course, to try and diffuse the tensions and the sentiments around all these proxy wars, whether they are soft wars, cold wars, and real raging wars like Sudan. Immediately after the COVID crisis, where for almost 2 years, the heads of states, the ministers could not meet physically. The first time we brought them together, the list of issues, challenges that were real to us. And this is our house. We're not going to Brussels to discuss in the context of the European Union Commission, but it was the African Union Commission. African Union Commission as a secretariat of the heads of state was almost prevented from tabling what one of the ambassadors, Sudan ambassador, told me. If you climbed the highest, even not maybe the highest building in Addis Ababa, you could see the smoke from Khartoum. Sudan was not tabled. The EXCO, the Executive Committee, that's the Ministers of Foreign Affairs, wasted 6 hours. Debate, all the way into the night. The heads of state were made to sit and waste another 4 hours to discuss the status of observer of Israel back to the AU, and not the challenges post-COVID we were having on a continent that was suffering beyond repair. I am saying this because whether we like it or not, the European Union Commission versus European Union Parliament, and what the Europeans, as those who have good sentiments for us, have, but they must recognize that it is severely racialized, and anything that is supposed to recognize our humanity or equal humanity for Africans is still not accepted in the institutions, including ours. And that has to be, and that is the way we are supposed to look at what is happening between the alliance of the Sahel states versus ECOWAS. That's how we should look at how the Pan-Africanism must be restored in its own house. We can go far, but you saw me attacking Hippolyte. My brother, I attack him everywhere because I don't want him to continue to dress the way he's dressing. I have a problem with Hippolyte intellect and Hippolyte way we are seeing him. The first image I have of Hippolyte should be different. Yes, Hippolyte, c'est ça, non? Il faut enlever ça là. Vraiment.
Non, absolument, on va lui acheter des beaux habits. Mais oui, I am very. Yeah. You know, Hippolyte is one. I have few in Washington. When I go to this institution, we're combing, looking for people who could understand as insiders how we can deal with these. These are animals. You can't even deal with the World Bank anymore or the IMF properly. You can't. You don't even know what it is about that they are trying to do. I said, you still in 2025 want to force something that doesn't make sense at all to know. I mean, you don't know even what is good for you. I'm saying these things because we have to tell those brothers of ours and sisters of ours who think right and are in these institutions to really dissociate themselves, because you go to these institutions, they will find the likes of Hippolyte difficult. They will never say they're incompetent, they're difficult. A difficult black in these institutions are actually those who are questioning and bringing what the academia continues to document into the reality of these things. And it's very important that Europeans are now, really now, more than ever, be taught equal humanity. They need to, in the context of West Africa, in the context of Central Africa, particularly the Francophones, they need to respect the humanity of the blacks. Nobody owes us anything else than that from that side. Please fight there and tell everybody we are humans. That's all I need from you. The rest I will try to be a Malian. I think I will open the floor. Je vois Boubacar à la première table. Donc je vois 4. Hein? And so it will be 1, 2, 3, and 4 in that order. Please introduce 5. Please introduce yourself. We'll start with Boubacar. Do you want to use this? We have all 3 here. Je veux dire, la communauté régionale la plus avancée. Ça, je crois que même ce matin, on l'a dit. Alors, il y a un proverbe qui dit qu'au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Donc, Aminata, je voudrais bien qu'on revienne sur ce. Est-ce que la CEDEAO est la meilleure? Et donc, si elle est la meilleure et on a ces problèmes, et l'Afrique est foutue. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est que pourquoi la CEDEAO est capitale? Et d'ailleurs, à mon avis, si elle se restructure, doit être la plus forte. Pourquoi? C'est la région qui est en face, mais de l'Amérique latine et l'Amérique centrale, si on veut. C'est la région qui vient après le Maghreb. Et j'ajouterai que c'est la région qui a abrité un pays le plus puissant. Moi, je suis professeur d'histoire très ancienne. Il y a un pays qu'on appelait le pays d'Agisimba. C'est dans les sources. Ce pays est un peu avant Ghana, un peu avant le Mali. Les textes européens disent que c'est le pays le plus puissant en Afrique noire. Ce pays d'Agisimba. Bon, je ne reviens pas là-dessus parce que si ça intéresse beaucoup de gens, on peut... Vous avez dit que vous alliez être bref. Oui, mais je vais être bref parce que la conclusion, c'est que les Européens ont parlé de suprématie blanche, n'ont respecté que les empires puissants. L'empire du Mali, si vous voyez dans les cartes, quand vous voyez l'empire d'Aksum, quand vous voyez l'Égypte, les gens ne respectent que ceux qui sont forts. Or, je trouve qu'en Afrique de l'Ouest, on a un problème. L'Afrique de l'Ouest, à mon avis, ça ne s'arrête pas au Sénégal, au Mali, au pays actuel. L'Afrique historique, ça va jusqu'au Soudan. Jusqu'au Soudan, c'est cette entité-là qui a existé. Aujourd'hui, il faut reconstruire, à mon avis, et je termine en disant que pour reconstruire, il faut que les ONG, les militaires, les partis politiques, les leaders religieux, tous, et il faut des référendums pour demander au peuple leur avis, ce qui n'est pas le cas, et je crois qu'il faut aussi une concordance des ordres. Je ne vais pas développer, mais dans un pays, si les gens qui sont les porteurs d'enjeux, les travailleurs, les syndicats et les autres ne s'entendent pas, on ne fera rien du tout. Je vous remercie. Merci beaucoup, Boubacar. Nous savons tous que la France, comme l'Occident, est au cœur du problème malien. Elle est au cœur. Vous m'entendez bien? Là, maintenant. C'est bien. Non, vous gardez près de la bouche, c'est tout. Voilà.
Je vais essayer de parler plus fort. Donc voilà, la France est au cœur, dans la tête et dans le ventre du problème du Mali, on le sait. Et dans votre allocution, vous avez parlé de l'aspect racial, du racisme, comme elle en a fait aussi état. Et ce racisme a deux visages, à mon sens. Il y a le racisme de l'Européen vers l'Africain, mais aussi il y a le racisme interafricain. Donc ma question, c'est quelle est votre lecture de la question raciale dans le problème malien? Okay, the second question is for the other presenter, Pierre, Madame Pierre. You talked about racism as well. And I would like to know what is being done in your side of the world, in Canada, to sort of, shift the paradigm to the advantage of Africans. For me, it's good that racism is the underpinning of all these international interactions. It's good because it should be a source of motivation for us Africans to start digging into ourselves and bring solutions for ourselves and for ourselves. So how are we going to materialize that? And what is being done in your country to have shift the things? Alors, je voudrais intervenir sur deux points essentiellement. Le premier, bien entendu, c'est sur la question de la CEDEAO versus AES sous le prisme de l'intégration africaine et les défis liés à la sécurité. Premièrement, ce que j'aimerais dire, c'est que l'avènement de l'AES est le résultat concret du déficit d'intégration, de gouvernance et de démocratie au sein de la CEDEAO. Et ne pas prendre cela en compte, ne pas comprendre cela, c'est s'empêcher systématiquement de donner à la CEDEAO tout sens qui vaille et tout avenir qui puisse être durable. Parce que, pour se rappeler les choses de façon concrète, la CEDEAO a elle-même excellé dans une gouvernance en dehors de ses propres textes. Et cette gouvernance en dehors de ses propres textes s'est tellement installée qu'elle est devenue une gouvernance en dehors de ses principes. Et cette gouvernance en dehors de ses principes les a conduits à prendre des mesures qui sont à contrario des objectifs de sa naissance. Pour rappel, l'objectif principal de naissance de la CEDEAO, c'était de créer une communauté économique, un tissu économique viable, de briser, sinon de réduire les tracasseries douanières et de renforcer le déplacement des populations dans l'espace pour fluidifier l'activité économique. Et les sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali en 2021 consistaient justement à faire obstruction, sinon opposition à ces éléments. Monsieur Camara, vous allez poser la question là, hein? D'accord. Vous avez établi la même en réalité. On est tous d'accord que Monsieur Boubacar. Allez-y pour la question, je vous en prie. Ok, j'en viens. Alors, la question que je m'en vais poser, si on établit qu'il faut assiégé et c'est l'existence du pays qui est remis en cause. Plus de 2/3 du territoire ont été occupés par des forces occultes, des villages entiers ont été décimés, on a amené 25 000 hommes de forces d'occupation pour entretenir cette situation de chaos. Monsieur Camara, vous êtes en train de retourner le couteau dans la plaie. Non, je ne retourne pas. Non, mais j'étais là, je faisais partie de l'aménagement. Je vous dis que c'est vrai. Tout est vrai. Tout est absolument vrai. Okay. Mais c'est la seule question. Mais la question que je voulais poser, c'est justement ça. Non, oui, c'est la question que je pose justement. Oui. Comment est-ce que la CEDEAO peut constituer une solution à la communauté si elle est dans un tel état? Je m'arrête là. Merci. Très bien, merci beaucoup. C'est gentil. Moi, et du Sénégal aussi. Il y a quelque chose sur laquelle on échange depuis longtemps avec Aminata. Elle l'a juste évoqué, mais il me semble que ça mérite d'être un peu plus approfondi ici. Quand elle dit il y a 300 partis politiques au Mali, quelqu'un a dit il y en a 400 au Sénégal, en Tunisie il y en a 250.
Et je suis sûr que si je fais le tour des pays du continent, on va monter crescendo et atteindre le 1000 en fonction de la taille en population. Mais ce qu'elle a oublié de dire, c'est que c'est la même chose en matière de nombre d'associations. Je sais qu'en Tunisie, il y en a 25 000. Au Sénégal, il y a 40 000, 32 000. Mais je suis certain aussi qu'au Mali, il y a le même nombre au Burkina et ailleurs. Alors, moi, ça m'interroge fondamentalement sur nos systèmes politiques, sur leur rôle dans nos sociétés. Quand on dit 30 000 associations, 300 partis politiques, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que nous sommes dans une situation de fragmentation politique et sociale totale. Et nous sommes incapables, avec cette fragmentation, de formuler de vrais projets de société, de vrais projets qui transforment nos sociétés et de la cohésion entre nous. Mais que ça, c'est venu comment, cette fragmentation? Et ce nom... Non, Monsieur Taoufik, vous allez me donner la question, non? Oui. On est d'accord, Oui, parce que le commentaire, on est d'accord. Très bien. Allez-y. Cette fragmentation est venue comment? Elle est venue dès les années 80, quand on a décidé de faire de l'ajustement structurel, quand on a décidé de généraliser les politiques néolibérales, et on a vu le nombre de partis augmenter et le nombre d'associations exploser. C'est comme si on applique aux politiques les mêmes règles qu'on applique au marché. Exactement. Du néolibéralisme en matière politique. C'est les mêmes règles de concurrence, de compétition. C'est comme si le politique est devenu non pas le moyen de générer des projets de société, une manière de construire la collectivité, une manière de gérer la cité, comme disent les anciens, mais un moyen d'accéder au pouvoir, aux ressources et aux gâteaux. Et on a transformé le champ politique en marché à l'image de nos économies et de nos sociétés. C'est un peu ça que je voulais faire. Merci Monsieur Taoufik. Horace, ici, le micro à Horace, s'il vous plaît. Et après, attendez, hein, on a encore quelques minutes. No, here. Let us do it in an orderly manner, and then we will open the next round if we have time. Go ahead. Mali, I want to say that it is very important that we name France as a terrorist state and France as a basis of the jihadists in the region. And so we did not name France in this conference, but this is the cause of terrorism. And we must expose the French ruling class and the French military so that if we can separate the French people who oppose jihadism, then they cannot come to Africa to say they're fighting jihadists when they are the jihadists. For my sister, I have 2 points about white supremacy, because this is a conference of economists. As economists, they do not usually discuss issues of racial capitalism. So it is very important for our brothers and sisters here that this question of racial capitalism is brought to the fore. But there are 2 points that when you develop the paper, you could elaborate on. Because the work of Ed Baptiste, The Half Has Never Been Told, that centralizes white supremacy in the development of US capitalism and the genocide against the First Nation peoples. The first point that he made is of violence as a factor of production in the development of capitalism and the development of white supremacy. That the constituent element of white supremacy is violence against the First Nation people and black people. And to the extent that some of our brothers and sisters who are non-white internalize that, that's a problem. The second point which he raised, which your colleague from the University of California raised, is a question of whiteness as property.
And if we are dealing with an economic problem of property and property relations, and Africans are fighting over land, and we oppose white supremacy, what do we say about the property concept that we are using if we're opposing white supremacy? You know Cheryl Harris's work on whiteness as property. Thank you. Yeah, I hope I do justice to the questions, because I'm not sure I got them well. The first one was about what am I doing? What is being done? And he said, my country, Canada, which is, I have to first say that je suis haïtienne from Haiti, the longest neo-colonial, he's not listening, but the longest neo-colonial project in the world. And so we have a very intimate relationship with white supremacy and imperialism, and global white supremacy in particular. What's important to know is, you say it's good to understand, and I make a distinction between racism and white supremacy, because I do think there's something to be said about naming whiteness as the power position. But it's one thing to say that this is working, it's another to really understand how it works. And I think the first thing that needs to be done to actually, when you go to the doctor, you can't get treatment unless the doctor diagnoses the problem. And I don't think the problem is being diagnosed properly. I think when we sit here, when we read, one of the things when you read the development literature in academia, there's always this talk about, the lack of good governance in Africa, corruption, which is like a racial stereotype, capacity building projects, all these things that describe Africans as lacking, right? And we accept that as a norm. We assume we take the language of the oppressors to describe African institutions without saying the same thing. When we think about Sarkozy, who's going to prison for corruption, we don't call the entire European institutions corrupt after 500 years of genocidal violence. We don't call them correct, but we're quick to dismiss Africans and so on. And then we use their metrics to talk about our systems. And so I think those kinds of things need to actually be pointed out and really delineated. We need to map out these things where it happens, the language we use in our writings, the way we understand each other, the inability for us to have conversations about ourselves that's not structured through other people's languages about us and how they see us. So that's the work I think that still needs to be done. And what we accept, right? And, we talk, for example, about African corrupt leaders and, in extraction, right? In mining and so on and so forth. And you're like, oh, these corrupt leaders. And we don't talk about the fact that the mining companies get away with only giving 5%, 3% of what they're getting. And we don't talk about that as corruption. We don't talk about capitalism as a particular kind of extremely corrupt and racialized system. And so I think that's the work that needs to be demarcated. That's the work that needs to be done. And we need to do it because that's the only way for us to move forward. We need to get out of the epistemological, moral, framework that's been shaped for us. And we cannot have self-determination without that. Even the notions of democracy, and I think Ndongo's work on that is very important. This idea that you have democracy because you have elections, even when your people are handpicked for you by the West. You have a military base down the street, and it's okay. Things like that. So I think that's important to think about, that the Western world structures our everyday experience. The other thing I wanted to say, I think you're right, Horace. Racial capitalism is very important. I do think economists need to deal with race. And so it's just like people who talk about race need to deal with class. And I think one of the best person actually for me to think about racial capitalism is Peter Hudson, not Edward Baptiste, who's in this room right now. And then and the work of Bernard Magubani, the South African, who talks about the development of capitalism is actually the best way to understand the rise of racial inequality, because it places social economic relationships at the heart of the problem and shows that underdevelopment and racial inequality develop together. That's what Walter Rodney would tell us, right? And so I think that's important. The idea of whiteness as property is absolutely right. And whiteness as property means different things, right? To own things
And you think about this, even in Gaza, it's about taking away the land. It's taking the property of the people. It's removing people from the land so that they can take it and claim it as theirs. And it's not theirs because they can burn down olive trees. It's not your land if you're burning down the land, right, to take it back. And so but whiteness as property is also white. The white identity is a particular kind of property. It gives you a particular kind of cachet. It allows you to travel all over the world to present when African brothers and sisters can't go anywhere. There's something about whiteness that gives you cachet, that gives it's personal property, but it's also taking a property. And I think those things actually definitely need to be talked about more. So I'll stop there. Thank you very much, Jemima, and thank you for establishing that corruption is not a black thing. It's not a disease of ours. It's imported, and the proceeds of corruption, we follow them in this so-called international justice system that is very racialized, and you will never recover it. We know where it ends anyways. So, Madame Aminata. Ok. Bouba, je pense que quand on nous rabâche les oreilles avec le fait que, enfin, l'idée selon laquelle la CEDEAO est la communauté la plus aboutie, ça veut dire qu'on a du souci à se faire. Moi, je dis qu'il faut vraiment qu'on cesse de faire de la CEDEAO ce qu'elle n'est pas et ne pouvait être dans l'ordre unipolaire du monde. Elle est en mission. C'est l'un des rouages du système dans la sous-région. Et pensez, les gagnants, qui sont les gagnants de la CEDEAO? Vincent Bolloré. Pensez à la place de Vincent Bolloré dans l'économie sous-régionale. Moi, je dis, il y a certainement, je respecte Dangote, mais au G20, ils ont sorti un document sur les inégalités de richesse dans la sous-région. Je pense que ce travail de déconstruction auquel nous nous attelons ici doit nous amener à faire la liste de la création de la CEDEAO au retrait des 3 États. Quel est son bilan? Parce qu'il n'y a pas un seul pays et des membres de cette communauté dont les jeunes n'émigrent pas. Ici au Sénégal, vous n'êtes pas en guerre, vous n'avez pas les mêmes problèmes que nous, mais l'épine dans le pied du gouvernement sénégalais, en tout cas l'un des soucis aujourd'hui, ce sont ces départs. Mais ceux de l'intérieur viennent ici, ils partent d'ici. Donc, la question, j'ai déjà parlé de ces AG-types, de ces LIG-types et tout. On nous a servi les mêmes solutions boiteuses. Donc, deuxième question, Abdoulaye, la France, l'aspect racial, mais c'est clair. Et ça, c'est un secret pour personne. La France, en fait, est divisée pour mieux régner. Ça a consisté, dès l'indépendance du Mali, à dire à nos frères Touaregs, ne vous laissez pas dominer par Bamako, vos anciens esclaves. Et ça, c'est l'une des dimensions que nous devons gérer, que nous essayons de gérer. Nos frères Touaregs qui étaient en Libye, après, disons, l'assassinat de Kadhafi, grâce à Sarkozy et autres, on leur a dit, retournez au Mali, on va vous aider comme on a aidé le CNT. Donc la France a une part considérable de responsabilité dans cette affaire. Et ça, comme Horace l'a dit, moi je dis, un terrorisme en cache un autre. Le terrorisme d'État, dont on ne parle pas assez, qu'il s'agit des États-Unis ou de la France, et cache ce qu'on nous demande de combattre. Donc on résout le problème. Venir à bout de cette histoire, de ce fléau, passe nécessairement par la remise en question, mettre à plat, totalement à plat nos relations avec la France. Et les peuples de ces pays aujourd'hui doivent pouvoir nous entendre, parce que ce qui nous arrive leur arrive aussi. Et je voulais dire à ce sujet que c'est tellement cocasse. Jean-Yves Le Drian, je le cite, nous sommes aux côtés de la CEDEAO parce que nous sommes membres de cette institution. Oui. Jean-Yves Le Drian a dit ça en janvier 2022 et il a également indiqué que la France, qui était à la présidente tournante de l'Union européenne, allait s'assurer que l'institution sanctionne le Mali. Et j'ai pris l'engagement de faire comprendre à l'UE d'appliquer les sanctions contre le Mali et nous allons suivre cela à la lettre. C'était vraiment une véritable coalition contre le Mali.
Et de son côté, une certaine Emmanuelle Claudia a déclaré elle aussi que c'est à coup de pression et de sanctions que nous chasserons les généraux rebelles de Niamey. Je vous assure que oui, c'est donc Horace, donc j'ai répondu à c'est une contribution et Mamadou Diouara, je suis d'accord, mais jusqu'à présent on a eu ce débat au déjeuner. Il faut qu'on insiste davantage sur la question le modèle économique. Le modèle économique. Moi, je ne crois pas à une gouvernance en dehors de la critique du système. Or, les bailleurs de fonds font partie du système et qui osent, si vous voulez un financement, et vous ferez mieux de choisir vos mots et de faire très attention. C'est pour cette raison qu'on est à la traîne dans cette affaire-là. On parle de la dépendance des États, mais malheureusement, nous dépendons tous des mêmes sources de financement. J'ai jeté un coup d'œil sur les bailleurs de fonds et de la CEDEAO, c'est exactement les mêmes que les bailleurs des États. Vous retrouvez au niveau de la CEDEAO les mêmes. Et donc, ils vont, c'est-à-dire qu'un à un, c'est boiteux. Alors, vous mettez 15 boiteux ensemble et ça donne la CEDEAO.